que votre nom, votre titre, puis un petit peu, là, un bref résumé de responsabilité principale d'un producteur. D'un producteur en général ou Non, mais de moi? Oui, de vous, chez Point. OK. Quand t'es prêt? Je suis prêt. Alors, Raymond Gauthier, je suis président et actionnaire unique des productions Point de Mire, qui est une entreprise de production. Je suis aussi producteur exécutif sur un certain nombre, sur l'ensemble des productions, et producteur en titre sur certaines autres. Mes fonctions, en gros, c'est de diriger l'entreprise, de voir à son développement et de voir à sa bonne marche, à la gestion des choses, à gérer l'équipe permanente et les différentes équipes qui vont et viennent selon les productions. C'est faire en sorte que l'entreprise vive, c'est-à-dire qu'on ait le nombre de productions qu'il faut pour couvrir nos frais fixes, faire un profit et progresser par rapport à l'optique qu'on a dans l'entreprise au plan des axes de contenu qui nous intéressent au fond. Donc je suis en fait le grand responsable de tout ça, ce qui implique aussi une série de fonctions reliées aux relations publiques relativement à l'entreprise. OK. Et puis, dans le fond, au niveau économique, d'un documentaire, la production d'un documentaire, ce serait quoi les étapes que Point de Mire a à faire pour pouvoir produire un documentaire? On commence par analyser les besoins du marché. Et ça, dans le cas qui nous occupe, nous, ce sont les diffuseurs. Alors, les diffuseurs ont des besoins de programmes. Nous, on analyse ça et on développe des émissions, des idées de documentaires en fonction de ces besoins-là. Par la suite, on les propose aux diffuseurs qui les mettent en développement quand ça les intéresse. Parfois, ils vont directement en production quand c'est suffisamment développé. Et on fait une étape de développement essentiellement avec eux. Puis ensuite, suite au développement, qui est d'habitude, qui aboutit sur finalement une recherche, un scénario, un projet de tournage. On est mis en production par le diffuseur si ça lui convient toujours. Ça lui convient toujours. Et quand on est mis en production, il y a évidemment une étape de budgétisation là-dedans. Et c'est acceptation du budget, acceptation du scénario, acceptation de la démarche, le calendrier, tout ça. Et on part en production. Et la production à ce moment-là doit être tenue en fonction des contenus promis, en fonction du budget, en fonction des calendriers. Et on livre aux diffuseurs et ça va en long. C'est comme ça que ça se passe en gros. Donc quand on parle de rentabilité de documentaire, qu'est-ce qui peut arriver qui ferait qu'il ne serait pas rentable? Un documentaire qui n'est pas rentable, c'est un documentaire qui a coûté plus cher que son budget. Ça peut arriver. C'est évidemment pas souhaitable, puis ce sont des cas souvent qui dépassent les imprévus normaux qu'un budget est capable d'absorber. Par exemple, je ne sais pas, ça peut aussi être de la mauvaise gestion, ça peut être un suivi déficient, ça peut être que le montage est trop long puis personne n'intervient. Donc, il y a un élément de gestion, il faut tenir les choses correctement. Mais au-delà de ça, même une bonne gestion n'est pas à l'abri de problèmes majeurs qui sont indépendants de la qualité de la gestion, de la compétence des gens qui le font. Par exemple, si un documentaire repose sur une personne, puis c'est une histoire de sa vie ou je ne sais pas quoi, et que cette personne a un accident de voiture en plein milieu du tournage et plus capable de tourner, on a un problème assez important. Évidemment, il y a des assurances qu'on peut prendre, mais pas toujours. Ça peut être la météo, si on fait un documentaire qui exige qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, puis qu'on n'a pas la météo qu'il faut et qu'on a des équipes qui attendent.
dans le documentaire animalier, c'est souvent le cas. Tu fais un film sur tel animal, puis bon, il est là ou il n'est pas là, c'est pas scripté comme on veut. Il y a des pertes, par exemple, si on a un problème technique important, tout est numérisé, tout est numérique. Si on a une perte de 2 semaines de montage dans une machine parce qu'il y a un bris, c'est pas toujours garanti, il faut recommencer, donc c'est ça. Donc il y a plein de possibilités, là, mais en général, on se prémunit contre ça, ça prend des sauvegardes un peu partout, ça prend des balises, puis pour minimiser le risque, parce que c'est toujours un grand risque. Il faut être capable de livrer dans les dates, capable de livrer dans le budget. C'est une condition de rester en affaires parce que les diffuseurs veulent le produit qu'ils ont demandé, puis nous, il faut qu'on le fasse avec les budgets qu'on a, sinon ça ne marche pas. OK. Puis, justement, quand on parle de budget, je sais qu'il y a un budget qui est proposé, une structure financière qui est proposée aux diffuseurs. Cette structure-là, elle a des pourcentages que tout le monde met. Au niveau des productions de documentaires, toujours, comment est-ce que vous faites pour faire cette structure financière-là sans que la production aille à mettre plus que ce qui va leur rapporter dans le fond? OK. Une structure financière, c'est la liste des sources de financement qui vont donner le budget. Si tu as un budget, prenons un chiffron de 100 000 $, la structure financière dit d'où vont venir les 100 000 $. Alors, normalement, comme les documentaires ne sont pas... C'est très rare un documentaire au Québec qui va avoir des revenus après, des revenus de vente importants après sa production. Ça se peut, mais c'est plutôt rare. Le producteur à ce moment-là peut investir un peu dans la structure, mais en gros, si le producteur investit, d'habitude, c'est sa part profit qu'il perd en investissant. Donc, la structure financière, elle est pour une part la licence d'un diffuseur. Ensuite, pour une part, il peut y avoir plus qu'un diffuseur aussi. Il y a des pourcentages, des minima là-dedans, dans ces chiffres-là. Il y a ensuite le Fonds canadien de télévision pour une autre part. Là, il y a des pourcentages obligés, minimum, maximum, etc. Puis il y a les crédits d'impôt, selon qu'on est au Québec, crédits d'impôt québécois, crédits d'impôt fédéral, plus les autres sources s'il y en a. Mais en gros, c'est les sources principales qui font une structure financière. Parfois, il y a des commanditaires, parfois, il y a d'autres fonds. Comme les fonds qui contribuent au documentaire, il y a plein de fonds, le fonds Bell, le fonds Harold Greenberg et tout ça, il y en a qui ont des volets documentaires dans ces fonds-là. C'est vraiment la liste des sources. Puis les pourcentages sont pas des choix, souvent c'est le pourcentage des crédits d'impôt, il est fixé par le gouvernement. C'est tant de la main-d'œuvre admissible. La licence du diffuseur, il y a un minimum. Donc, c'est ça. C'est pour ça que ça marche. À quel point est-ce que le producteur va dire « Moi, je ne pars pas sur ce projet-là parce que je ne serai pas capable d'y aller. Je ne serai pas capable de le faire. » C'est à quel point? C'est quand... C'est dans le développement. Si on sait que le diffuseur il est dans telle fourchette de prix et que le projet nécessite des voyages sur les 5 continents, puis on n'y arrivera jamais, on le sait très rapidement. Nous, ça fait près de 25 ans qu'on est en affaires, on le sait ça. Il y a comme une espèce de pifomètre, qu'on sait très bien que
tant de dollars l'heure ou tant de dollars la minute, ça n'arrive pas pour faire ça. On sait comme constructeur de maison, on va savoir très rapidement, hein, tu sais, si tu veux tel type de maison, il va dire c'est à peu près tant du pied carré. Si tu veux tel autre type de maison, puis on sait qu'une maison peut coûter 100 000, puis elle peut coûter 8 millions. Tu sais, ça dépend. Alors, c'est la même chose, mais on connaît nos fourchettes, puis on essaie. En fait, on n'a plus de surprise. On ne développe pas en fonction d'un budget qui n'est pas possible. On sait ça. Il n'y a pas de surprise, là. C'est pas qu'on fait le budget du projet, puis là, on dit « Ah, bon, c'est bien plus cher qu'on pensait, ça se peut pas. » On le sait d'avance. OK. Bon, ça me répond à ma question. Donc, est-ce qu'il y a des enjeux pour vous dans la production d'un documentaire? Des endroits où il faut encore faire attention, encore et toujours faire attention? Mettons, si j'en ai, mettons 5. 5 trucs qui peuvent faire flopper un documentaire. Au plan économique ou au plan en général? Ben, ça peut être en général. Mettons, si on en avait 2 économiques, ça serait bien. Ce qui peut faire échouer un projet documentaire. Comment Au plan économique, un mauvais suivi de ce qu'on fait. Mauvaise équation de création. C'est-à-dire pas les bonnes personnes ensemble, pas les bonnes personnes pour ce projet-là. Une production qui n'est pas réaliste au plan des risques techniques. Manque de réalisme au plan de l'horaire. Par exemple, on a un nombre de jours de tournage insuffisant, donc on est sûr qu'on va faire du surtemps, mais on fait semblant que non. C'est comme une espèce de se compter des menteries. Ce qui peut aussi faire flopper, c'est prendre pour acquis qu'un certain nombre de choses vont se passer sans l'avoir vérifié. Moi, j'ai comme une maxime triple dans à peu près tout. C'est douter, vérifier, confirmer. Alors, les phrases qui commencent par « jamais je croirais que », c'est pas bon. Il faut douter, il faut vérifier, puis il faut le confirmer. Et quand on fait ça, à toutes les étapes, on a le moins de surprises possible parce qu'il y en a tout le temps. Et c'est déjà suffisamment complexe comme ça. Une autre chose qui peut faire flopper un documentaire, c'est une fausse bonne idée. La fausse bonne idée, c'est une idée qui a l'air le fun comme ça, mais qui n'a pas été poussée plus loin en réflexion avant de commencer. Puis là, on se rend compte que la réalité, c'est pas ça du tout et ça nous contredit tout le long. Et là, on est à contre-courant de ce que le photographiable nous donne. Puis on n'a pas le documentaire qu'on pensait. Alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand on a de l'expérience, on se méfie des fausses bonnes idées, là, et de l'enthousiasme délirant de quelque chose de non vérifié. Est-ce que vous diriez que l'expérience est la force de point de main? C'est une force pour toutes les entreprises, mais c'est sûr d'avoir l'expérience qu'on a, ça nous permet d'être un meilleur garant de livraison, un meilleur garant de ce qu'on promet. C'est sûr que c'est une force. Ce qui est aussi une force, c'est qui vient avec l'expérience aussi, mais c'est pas automatique. C'est une espèce d'axe de contenu, si on veut. Point de mire, c'est une boîte qui a toujours voulu et qui continue de vouloir ouvrir les spectateurs sur quelque chose comme l'intelligence du monde. L'intelligence au sens propre, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe. Dans chaque projet qu'on fait, on essaie de voir à ce qu'on améliore un petit peu la connaissance des gens par rapport à leur monde. Ça c'est une espèce de voie qu'on continue
d'avoir, que ce soit dans des émissions jeunesse, dans des quiz, dans n'importe quoi, ça se peut. C'est pas dogmatique, c'est pas intellectuel, c'est OK, on fait ça, mais est-ce qu'on peut là-dedans ajouter un petit quelque chose qui va aller plus loin, qui va faire en sorte que les gens perdraient quelque chose si cette émission ne se faisait pas. Et dans ce sens-là, on n'est pas très adepte du fast-food, des calories vides à la télé, si on veut. OK, parfait. Ah, c'est bon ça. Est-ce que... oui, j'avais une dernière question. C'est quoi les moyens que Point de Mire prend pour faire un meilleur profit? Est-ce qu'il y a des moyens que la compagnie prend pour s'assurer un profit au moins? Oui. Les moyens que nous, on prend, c'est de... On a choisi, il y a en 92, quand on a fondé Point de Mire, on a choisi de ne pas avoir d'infrastructure technique de production ou de post-production. C'est un choix. Il y a plein de compagnies qui ont choisi d'être intégrées verticalement, c'est-à-dire qu'ils ont leur salle de montage. Nous, on a choisi de ne pas faire ça pour ne pas avoir à supporter une salle de montage, par exemple, quand on a ou toute une équipe d'une infrastructure de post-production. Si on manque de production, on n'a pas besoin de se préoccuper de faire à peu près n'importe quoi juste pour garder notre monde à l'ouvrage. On peut s'asseoir puis réfléchir puis dire OK, on va développer quelque chose qui nous tente, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, les coûts reliés à tout ça, avec les changements technologiques qui nécessitent la modification d'équipements presque annuellement, nous, on évite ça. Donc, c'est un centre de coûts qu'on n'a pas. On a donc, parallèlement à ça, une stratégie de maintien des coûts fixes à leur plus bas. La plus petite équipe permanente, les plus petits locaux, et on agrandit selon sur les productions. Mais à la base, c'est vraiment knowledge comme entreprise, là, c'est-à-dire c'est le minimum squelettique pour être capable de fonctionner. Alors ça, c'est une manière, on ne dépense pas énormément sur une super grosse équipe permanente qui est là au cas où qu'on aurait trop de projets. Tu sais. Alors, c'est notre approche à nous. On est donc, moi j'appelle ça, c'est comme une maison de production boutique, où on est dans le produit fait main, un par un, plutôt que l'approche manufacturielle sur de gros volumes, comme d'autres maisons savent très bien le faire. Nous, c'est pas ça. Mais ça nous permet, avec le même chiffre d'affaires que d'autres maisons beaucoup plus grosses, de faire un pourcentage de profit supérieur à cause de ça. Parce qu'il y a des sociétés de production qui ont le double de notre chiffre d'affaires, ils n'ont pas le double du profit. C'est comme ça va ensemble. Est-ce que je peux avoir juste une courte définition d'une équipe de post-production? C'est quoi que ça consiste? La post-production? Ouais. Ben, ça va loin. On peut, si on a une unité de post-production, on a des salles de montage, on a des modules de montage, des unités de montage, on a des locaux, on a du personnel, on a probablement un studio d'enregistrement de voix, on a une salle de mix, on a une unité de correction de couleurs, que ce soit ce qu'on voudra, mais ça prend ça. On aurait une ou des salles de visionnement, peut-être l'infographie, du 2D, du 3D, ça peut aller loin, là, ça dépend. Montage sonore, il y a tout ça, là, il y a des postes de travail, du personnel, il y a de l'équipement, alors c'est beaucoup. Ok, bon, ben merci, c'est ça, je vais juste le mettre comme après, là. Ben merci beaucoup.